Les cartons étaient dans mon couloir. 6 au total. Empilés avec soin contre le mur, juste devant la chambre parentale. Ma chambre. Celle où mon défunt mari, Marcel, et moi avions dormi pendant 36 ans. Celle dont j'étais la seule occupante depuis 11 ans, depuis son départ. Les cartons portaient des étiquettes écrites de l'écriture appliquée de ma belle-fille, Isabelle. Cuisine. Linge de maison. Placard de Marcel. Table de chevet. Elle avait étiqueté le carton contenant le contenu de ma propre table de chevet avec le prénom de mon mari décédé. J'étais allé faire quelques courses au Monoprix. J'étais parti exactement 53 minutes. Quand j'avais quitté la maison, ma chambre était ma chambre. À mon retour, elle était emballée. Je restais planté dans le couloir avec mon cabas en toile. Dans une main, il y avait une brique de lait, un morceau de comté pris à la coupe, et un régime de bananes qui serait mûr à point dans exactement 3 jours. J'ai fixé les cartons pendant un long moment. De la chambre parentale parvenait le bruit de meubles que l'on traînait sur le parquet. Un grognement d'homme. La voix de mon fils, Stéphane, 10 ans, pousse juste la commode contre le mur, chérie. On verra pour le reste de l'agencement ce soir. La voix d'Isabelle lui répondit. De l'intérieur, Stéphane, tu peux aller chercher les tringles à rideaux dans la voiture? Je veux les changer avant d'aller au lit. Les affaires de bain des petits doivent passer dans le placard en priorité. Les affaires de bain des petits. La voiture. La commode contre le mur. J'ai posé mon cabas sur le banc du couloir que Marcel m'avait fabriqué en 1989. J'ai marché, très lentement, vers la porte ouverte de la chambre. Je me suis arrêté sur le seuil. Isabelle était à genoux près de la fenêtre, déroulant un PAN de rideau crème à motif. Stéphane était contre le mur opposé, poussant ma commode qui appartenait à ma mère, qui était dans cette pièce depuis 1988 et dans un coin où elle n'avait jamais été. Les sacs de voyage de mes petits-enfants étaient empilés sur le lit où j'avais dormi seul pendant 11 ans. La couette avait été retirée. Les oreillers gisaient par terre. Isabelle m'a vu la première. Elle a souri. Un sourire large, éclatant et répété. Françoise, salut. Je suis ravi que tu sois rentrée. On s'est dit qu'on allait prendre un peu d'avance. Pendant que tu n'étais pas là. Ne t'inquiète pas, tes cartons sont tous étiquetés et prêts à être installés au bout du couloir. Stéphane s'est retourné. Il affichait ce visage prudent et coupable d'un homme de 46 ans à qui sa femme a ordonné d'exécuter une tâche, qu'il a acceptée sans réfléchir, et qui réalise soudain qu'il aurait dû y réfléchir. Maman, salut. Maman, on allait t'en parler ce soir après le dîner. Je n'ai pas bougé du seuil de la porte. Stéphane. Oui, maman? Isabelle. Oui. Françoise. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Isabelle s'est levée. Elle a essuyé ses mains sur son jean. Elle m'a fait ce sourire à nouveau, celui qui, je le comprenais maintenant, avait été conçu précisément pour cette conversation. Françoise, nous avons réfléchi. Stéphane et moi en parlons depuis des semaines par rapport aux enfants. Léa et Hugo deviennent trop grands pour partager la même chambre, et la 3e chambre est vraiment trop étroite. Et puis, tu n'as pas vraiment besoin de la chambre parentale, tu sais. C'est tellement grand pour une seule personne. On a pensé qu'on pourrait échanger. Tu prendrais la 3e chambre. Elle est quand même de bonne taille, elle a cette lumière du matin que tu aimes tant, et les enfants se partageraient la grande chambre et la 2e. C'est plus logique pour la famille. Stéphane est d'accord. J'ai regardé Stéphane. Stéphane ne me regardait pas. Stéphane? Oui, maman.
Tu es d'accord? Il a dégluti. Maman, je pense. Je pense que c'est logique. Les enfants ont besoin d'espace. Tu es seul ici. C'est une grande chambre pour une seule personne. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air un instant. Puis, j'ai dit très calmement, Stéphane, depuis combien de temps ta famille vit-elle dans ma maison? Il a fermé les yeux. Maman. Stéphane, je t'ai posé une question. 3 ans. 3 ans et 4 mois, mon chéri. Depuis ce mois de septembre où ton contrat n'a pas été renouvelé. Toi, Isabelle. Et les enfants vous êtes installés dans les 2e et 3e chambres. Juste pour quelques mois, maman, juste le temps qu'on se remette sur pied. C'était il y a 3 ans et 4 mois. Maman. Isabelle. Oui. Françoise. Combien de loyers m'avez-vous payé en 3 ans et 4 mois? Le sourire d'Isabelle a vacillé. Ce vacillement avait la taille d'une pensée qu'on ne lui avait pas encore demandé d'articuler. Françoise, on participe à la vie de la maison. Combien de loyers, en euros, voués? Stéphane m'avez-vous versé? Au total, en 3 ans et 4 mois. Un long silence. Rien. Rien. Merci, Isabelle. C'était la réponse. Françoise. Je n'ai pas fini. Combien ai-je dépensé en courses pour nous 5 en 3 ans? Et 4 mois. Elle n'a pas répondu. J'ai répondu pour elle. Environ 32 000 euros, d'après mes tickets de caisse que j'ai conservés. Combien ai-je dépensé en factures de gaz, d'électricité, d'eau et d'internet pour un foyer prévu pour une personne et qui doit maintenant chauffer et éclairer 5 personnes? Elle n'a pas répondu. Environ 18 000 euros. Combien ai-je dépensé pour les besoins des enfants? Le soutien scolaire pour la lecture d'Hugo, les cours de gymnastique de Léa, les soins dentaires du printemps dernier. Les vêtements de rentrée chaque mois d'où parce qu'Isabelle me disait qu'elle ne s'en sortait pas ce mois-là? Elle n'a pas répondu. 26 000 euros. Au total, en 3 ans et 4 mois, votre famille m'a coûté environ 76 000 euros de dépenses courantes, en plus du fait que vous vivez ici gratuitement. Et aujourd'hui, pendant que j'étais au supermarché pour acheter le lait et le fromage que vous allez manger ce soir, vous avez pris sur vous de remballer ma chambre parce que je n'en ai pas besoin. Est-ce un résumé exact? Le visage d'Isabelle était devenu de la couleur d'un papier mouillé. Françoise, tu déformes tout. Je n'ai pas fini. J'ai raclé ma gorge. Stéphane. Oui, maman. C'est ma maison. Oui, maman. Mon nom est sur l'acte de propriété chez le notaire. Le nom de ton père y était aussi. À la mort de ton père en 2014, la maison est passée sous ma pleine propriété. Ta sœur, ton frère et toi étiez bénéficiaires sur le testament. À ma mort. Or, je ne suis pas morte. Es-tu conscient que je ne suis pas morte? Maman. Stéphane? Es-tu conscient que je ne suis pas morte? Oui, maman. Je le sais. Alors. Explique-moi comment ton épouse et toi en êtes arrivés à la conclusion que la chambre principale de ma maison était un simple meuble que vous pouviez déplacer. Pendant que j'achetais des bananes. Stéphane a mis sa main sur ses yeux. Isabelle a dit très vite, Françoise, écoute. On ne voulait pas que ça soit perçu comme ça. On peut tout remettre en place. On va absolument tout remettre en place. On pourra en parler ce soir au dîner, comme une famille. Isabelle? Lâche mes tringles à rideau, pose ce rideau, éloigne-toi de la fenêtre. Stéphane, repousse ma commode là où elle était. Tous les deux. Maintenant. Ils m'ont dévisagé. Maintenant. Ils ont bougé. Isabelle a posé le rideau sur le lit. Stéphane a repoussé la commode lentement sur le parquet. Les pieds
On grattait le bois, laissant un arc pâle et léger que je ne pourrais jamais, je le savais déjà, poncer complètement. Je suis entré dans ma chambre. J'ai ramassé mes propres oreillers par terre. Je les ai posés sur le lit. J'ai pris ma couette. Je l'ai posée sur le fauteuil près de la fenêtre. Puis je suis sorti de la chambre, j'ai parcouru le couloir en passant devant les 6 cartons étiquetés de l'écriture d'Isabelle, et je suis allé dans ma cuisine. J'ai pris le téléphone. Le numéro que j'ai composé était celui de maître Jean-Pierre Leroy. C'était le notaire qui avait rédigé mon testament après la mort de Marcel, et il était mon conseiller depuis lors. Jean-Pierre avait 79 ans. Il avait pris sa retraite de son étude en 2019, mais il répondait toujours aux appels de ses clients de longue date. Et il attendait. Je le comprenais maintenant, que je l'appelle depuis au moins 2 ans. Il a décroché à la 3e sonnerie. Françoise. Jean-Pierre, je voudrais expulser la famille de mon fils. Un court silence. Puis, de la même voix sèche qu'il avait utilisée lors de l'hommage à Marcel en 2014, Françoise, sont-ils actuellement dans la maison? Ils y sont. Ont-ils payé un loyer? Aucun. Sont-ils sur l'acte de propriété? Non. Y a-t-il un bail écrit? Non. Françoise, selon la loi, tu as ce qu'on appelle des occupants sans droit ni titre. C'est la position légale la plus fragile qu'un résident puisse avoir. Cela peut être terminé par un préavis de 30 jours. Envoyé par courrier recommandé. Après 30 jours, s'ils n'ont pas libéré les lieux, nous pouvons lancer une procédure d'expulsion. 30 jours. 30 jours avec une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Je peux la rédiger ce soir et elle sera à la poste demain matin. Jean-Pierre. Oui. Qu'en est-il des enfants? Les enfants sont à la charge de leurs parents. Ils vont là où leurs parents vont. Ce n'est pas ton obligation légale. C'est la leur. J'ai fermé les yeux. Jean-Pierre. Oui. Marcel m'a dit en 2013, l'année avant de mourir, il m'a dit, Françoise, si Stéphane revient un jour vivre ici, tu lui donnes 8 semaines. S'il n'est pas parti au bout de 8 semaines, tu appelles Jean-Pierre. Je lui ai donné 3 ans et 4 mois. Il y eut un court silence au bout du fil. Puis Jean-Pierre dit très doucement, Françoise, Marcel me l'a dit aussi, lors d'une autre conversation. Il a dit, Jean-Pierre, ma femme va être trop gentille avec Stéphane. Je veux que tu attendes son appel, et quand il viendra, je veux que tu ne discutes pas avec elle. J'attends depuis 11 ans. Jean-Pierre. Oui. Rédige-la. Françoise, elle sera dans la file des recommandés à 9 heures demain matin. Jean-Pierre. Oui. Fais en sorte que ce soit 30 jours, pas 60, pas 90. 30. Françoise, ce sera 30. J'ai raccroché. Je me suis préparé une tasse de thé. La bouilloire a sifflé. J'ai versé l'eau. Je me suis assise à ma table de cuisine, près de la fenêtre. L'érable dans le jardin de devant avait pris cette couleur orangée qu'il prenait toujours fin octobre. Marcel avait planté cet érable en 1985. Après quelques minutes, Stéphane est entré dans la cuisine. Il s'est assis en face de moi. Il avait enlevé ses chaussures de sécurité. Ses chaussettes n'étaient pas assorties. Maman. Oui. Isabelle est en haut, elle remet la chambre comme elle était. C'est bien. Maman, je veux m'excuser. J'aurais jamais dû accepter. J'aurais dû l'arrêter quand elle l'a suggéré la semaine dernière. Stéphane. Oui. La semaine dernière. Oui.
Elle l'a suggéré la semaine dernière. Oui. Et vous en avez discuté tous. Les deux pendant une semaine. Et le plan était de vider toutes mes affaires de ma propre chambre pendant que j'étais au supermarché. Et ensuite de me dire au dîner que c'était déjà fait. Et d'attendre que je l'accepte parce que le travail était terminé. Est-ce le résumé exact, Stéphane? Il n'a pas parlé. Stéphane. Dis-moi comment la conversation au dîner était censée se passer. Il a regardé ses mains. Isabelle a dit. Isabelle a dit que tu serais fâché au début, mais que tu finirais par t'y faire. Elle a dit que tu finissais toujours par t'y faire. Elle a dit que le truc, c'était de le faire pendant que tu étais sorti, parce que si on te demandait, tu dirais non, mais si on le faisait, qu'on te montrait que c'était fait, tu t'adapterais. J'ai fermé les yeux. Elle a dit que je finissais toujours par m'y faire. Oui, maman. Stéphane. Combien de fois en 3 ans et 4 mois me suis-je faite pas quelque chose qu'Isabelle avait organisé pendant que j'étais hors de la maison? Maman. Combien de fois, Stéphane? Il a dégluti. Souvent. Cite-m'en 3. Maman. Stéphane, cite-m'en 3. Il a fermé les yeux. Le garage. Le garage a été réorganisé pendant que tu étais chez ta sœur. En février. Le tapis de la salle à manger a été remplacé pendant que tu étais chez le dentiste en juin dernier. Les meubles de cuisine ont été repeints pendant que tu étais à ton club de bridge l'été dernier. Et qu'est-ce que j'ai fait dans chacun de ces cas? Tu as dit que c'était joli. Tu as dit que c'était bien. Tu t'y es faite. Oui, Stéphane. Je m'y suis faite. Parce que l'alternative était de faire une scène dans ma propre maison, où je n'étais plus la seule adulte. Et parce qu'Isabelle est très douée pour présenter chaque changement comme quelque chose que j'avais implicitement accepté. La chambre, aujourd'hui, n'était que la version la plus flagrante d'une expérience que ta femme mène sur moi depuis 3 ans et 4 mois. L'expérience est la suivante: combien de parties de la maison de Françoise pouvons-nous redécorer avant que Françoise arrête de s'y faire? Aujourd'hui. Elle a trouvé la réponse. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis il demanda très doucement: Maman, est-ce que tu nous mets dehors? Je l'ai regardé à travers la table de cuisine. Mon fils, 46 ans, ce petit garçon qui avait grimpé sur les genoux de Marcel pendant un orage en 1981 et avait demandé à son père, très sérieusement, si le tonnerre pouvait l'entendre pleurer. Stéphane, je vous donne 30 jours. Le préavis arrivera par lettre. Recommandé plus tard cette semaine. Je n'ai aucune envie de vous détruire. J'ai envie de retrouver ma chambre, ma cuisine et ma salle à manger. Isabelle, les enfants et toi aurez 30 jours pour trouver un logement. Je ne participerai pas financièrement. Je ne me porterai pas caution pour votre bail. Je ne paierai pas votre caution. Tu as 46 ans. Ta femme et toi allez-vous débrouiller comme tous les autres couples de 46 ans dans ce pays. Maman, Léa et Hugo. Léa et Hugo vivront dans un appartement plus petit. Ils dormiront dans des lits superposés. Ils mangeront les mêmes céréales dans une cuisine différente. Ils iront très bien. Les enfants ne sont pas traumatisés par des chambres plus petites, Stéphane. Ils sont traumatisés en voyant leurs parents traiter leur grand-mère comme un obstacle à leur confort de vie. Il a commencé à pleurer. Je n'ai pas fait un geste vers lui. Je ne me suis pas radouci. J'ai bu mon thé. Après un moment, il a essuyé son visage. Maman? Est-ce que tu nous laisseras revenir te voir quand on sera parti? Stéphane, tu es toujours mon fils. Tu seras toujours mon fils. Tu seras le bienvenu chez moi une fois que tu auras ton propre chez toi, pour déjeuner le premier dimanche de chaque mois. Seul. Pas avec Isabelle.
Pas avec les enfants. Je verrai Léa et Hugo en terrain neutre, avec toi, jusqu'à ce que je sois convaincu que la version de la famille qu'ils ont apprise à jouer dans cette maison n'est plus celle qu'ils jouent avec moi. Cela prendra peut-être 1 an. Peut-être 5. Maman. Isabelle. Isabelle ne s'excusera jamais pour ça. Stéphane, je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Je ne crée pas une situation où j'exige ses excuses. Je crée une situation où je n'exige plus rien d'elle du tout, y compris sa présence. Maman. Oui. Je t'aime. Je sais, mon chéri. Je t'aime aussi. C'est précisément pour ça que nous avons cette conversation. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la porte. Il s'est arrêté. Maman. Oui. Papa aurait fait ça il y a 25 mois. J'ai fermé les yeux. Stéphane. Oui. C'est la phrase la plus intelligente que tu as prononcée en 3 ans et 4 mois. Garde-la précieusement. Tu en auras besoin quand Isabelle te demandera pourquoi tu ne t'es pas battu davantage. Il a hoché la tête. Il a quitté la cuisine. J'ai bu mon thé. La lettre recommandée est arrivée à la maison le jeudi après-midi. J'étais dans la cuisine quand Isabelle a signé l'accusé de réception. J'ai regardé son visage alors qu'elle lisait l'enveloppe. L'enveloppe était adressée à Monsieur Stéphane Allorand et Madame Isabelle Allorand, résident au. Elle ne l'a pas ouverte devant moi. Elle est montée à l'étage avec. 20 minutes plus tard, elle est redescendue. Ses yeux étaient rouges. Son sourire avait disparu. Françoise. Oui. Tu nous expulses. Je mets fin à une occupation à titre précaire, Isabelle. Il y a une différence juridique. Le préavis de 30 jours vous donne le même laps de temps que celui que vous m'avez accordé en moyenne entre 2 réorganisations des pièces de ma maison. C'est un chiffre équitable. Françoise, enfin, les enfants. Isabelle, assieds-toi. Elle s'est assise à ma table de cuisine. La même table où elle s'asseyait depuis 3 ans et 4 mois pour manger de la nourriture que j'avais payée, dans une maison qu'elle avait commencé à appeler, chez nous, dans ses conversations avec sa propre mère. Isabelle, je veux te dire quelque chose que je veux que tu retiennes pour le reste de ta vie. Elle m'a regardé. Pendant 3 ans et 4 mois, tu as mené une petite expérience dans ma maison. L'expérience était, jusqu'où puis-je déplacer les choses avant que Françoise arrête de s'y faire? Tu l'as menée méthodiquement. Tu n'as pas compris que je prenais des notes. J'ai un dossier, Isabelle, qui répertorie chaque réorganisation que tu as faite dans cette maison, chaque reçu, chaque changement, chaque date. Je n'ai pas commencé ce dossier par suspicion. Je l'ai commencé parce que j'avais besoin d'un endroit où consigner les petites confusions que je ressentais chaque fois que je rentrais chez moi et que je trouvais ma propre maison légèrement différente. C'est devenu, par accident, la chose la plus utile que j'ai jamais classée. Elle était silencieuse. Toi et moi avons passé 3 ans et 4 mois dans une relation où j'étais censé jouer le rôle de la belle-mère âgée qui s'adapte. Et tu étais censé jouer le rôle de la belle-fille débordée qui améliorait les choses pour moi. Le spectacle a fonctionné parce que j'en étais complice. J'étais complice. Parce que je ne voulais pas être seul dans cette maison après la mort de Marcel. J'ai troqué mon foyer contre de la compagnie. Je veux que tu comprennes. Que j'ai conscience de mon propre rôle là-dedans. Je ne te blâme pas d'avoir pris ce que j'offrais. Cependant, je retire l'offre. Elle n'a pas parlé. Isabelle, il n'y a aucun scénario dans lequel tu t'excuseras auprès de moi d'une manière que je puisse accepter. Je veux que tu le saches. Je ne cherche pas tes excuses. Je cherche ton absence. Les 30 jours commencent aujourd'hui. Profitant. Trouve un logement.
L'école des enfants ne change pas. La géographie de votre vie n'a pas à s'effondrer. Vous devez simplement vivre dans une maison qui n'est pas la mienne. Elle a commencé à pleurer. Je ne me suis pas radouci. Je n'ai pas fait un geste vers elle. J'ai bu mon thé. Après un moment, elle a dit très doucement, « Françoise, je suis désolée. » Isabelle. Oui. Ces excuses ne sont pas dans le bon ordre. Réessaie quand tu pourras les mettre dans le bon. Je me suis levé. J'ai quitté la cuisine. Je suis monté dans ma chambre, la chambre parentale, remise dans son agencement d'origine. La commode était de nouveau contre le mur d'origine, la couette sur le lit, les cartons étiquetés de l'écriture d'Isabelle étaient maintenant empilés dans le garage pour être triés plus tard, et j'ai fermé la porte de ma chambre derrière moi. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer à cause d'Isabelle environ 10 mois plus tôt. Quand j'avais enfin compris que la femme que mon fils avait épousée était, à sa façon silencieuse, une personne calculatrice. Et les personnes calculatrices ne pleurent pas pour obtenir des excuses qu'elles n'ont pas encore décidé de formuler sincèrement. Stéphane, Isabelle, Léa et Hugo ont déménagé le 22 novembre, exactement 28 jours après la lettre recommandée. Ils sont partis 2 jours plus tôt, ce que j'ai apprécié. Isabelle n'a pas dit au revoir. Léa et Hugo m'ont serré dans leurs bras à la porte. Léa, qui avait 10 ans, a murmuré contre mon épaule, « Mamie, tu es fâchée contre moi. » J'ai répondu, « Non, ma puce. Je ne suis fâché contre personne dans cette maison. Qui a moins de 15 ans. Tu es la bienvenue chez moi tous les samedis pour le reste de ta vie. Tu viendras me voir, on fera du pain, et tu me raconteras quel livre tu lis. Tu as compris? » Elle a hoché la tête. Hugo, qui avait 7 ans, m'a serré fort sans dire un mot. Stéphane a été le dernier à franchir la porte. Il portait le dernier carton étiqueté cuisine de l'écriture d'Isabelle, il l'a posé dans le coffre, puis il est remonté par l'allée et s'est tenu sur mon perron. Maman. Stéphane. Premier dimanche de décembre, midi, déjeuner. Seul. Oui, mon chéri. Je serai là. Je le croirai le 3 décembre. Stéphane, pas avant. Il a hoché la tête. Il est retourné à la voiture. Ils sont partis. J'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. J'ai parcouru ma propre maison, chaque pièce, lentement, et j'ai touché les murs, les meubles, les cadres des portes et les plans de travail de la cuisine. J'ai touché la commode de ma mère. J'ai touché le fauteuil de lecture de Marcel. J'ai touché le petit éclat sur le carrelage de la cuisine, là où j'avais fait tomber une casserole en 1991 et où j'avais ri pendant 15 minutes parce que Marcel était au téléphone et ne comprenait pas de quoi je riais. J'étais à nouveau seul pour la première fois en 3 ans et 4 mois. Je ne me sentais pas seul. Je ressentais ce qu'on ressent dans une pièce qui a été vidée des meubles de quelqu'un d'autre et où la lumière d'origine revient par les fenêtres, telle qu'elle avait toujours été censée être. Ce soir-là, je me suis assise dans la chambre parentale. Ma chambre. À mon petit secrétaire que Marcel m'avait offert en 1996, et j'ai écrit une ligne dans le petit carnet que j'avais commencé à tenir le matin où Isabelle avait étiqueté ma table de chevet avec le prénom de mon mari décédé. Elle disait que je n'avais pas besoin de la chambre principale. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de colocataire non plus. Et ce soir, pour la première fois en 3 ans et 4 mois, je dors dans le lit que mon mari a monté pour moi, dans la chambre qu'il a décorée avec moi, dans la maison que nous avons construite ensemble, et le seul son dans le couloir est celui de mes propres pas qui rentrent à la maison. Puis j'ai fermé le carnet et je me suis allongé dans mon propre lit, dans ma propre chambre, avec mes propres oreillers à leur place d'origine,
Et j'ai dormi de ce sommeil qu'une femme connaît lorsqu'elle a enfin, expulsé non seulement les gens qui redécoraient silencieusement sa vie, mais aussi cette version d'elle-même qui s'était habituée à tout accepter.